Salut, je m'appelle Charlène et j'ai 16 ans. Ma vie était tout à fait ordinaire. Je vivais avec ma mère dans une petite ville côtière, dans une maison avec une clôture tordue et un vieux Porsche. Maman travaillait comme administrative dans une usine de conserve. J'allais à l'école, je faisais mes devoirs et j'ai toujours voulu qu'il m'arrive quelque chose d'intéressant. Eh bien, comme on dit, fais attention à ce que tu souhaites. Ma vie a été chamboulée du jour au lendemain. À la météo, on a été averti de l'approche d'un typhon. Vent fort, pluie forte et vagues hautes. Tout le monde y était habitué ici, mais ce jour-là, c'était pas juste une tempête, c'était un vrai monstre. Le vent hurlait comme si quelqu'un criait directement dans nos fenêtres. Le toit craquait et notre maison tremblait. Maman m'a attrapé la main et m'a traîné au sol. On s'est assises là se serrant dans nos bras et écoutant tout s'effondrer. Une fois la tempête passée, on est remonté et je me suis figée. Notre maison avait disparu. Il n'en restait qu'un tas de débris. Maman a essayé de rester forte, mais je pouvais voir que ses mains tremblaient. Et maintenant, on ne peut rien faire. T'abandonnes, Charlène? On est en vie et c'est déjà très bien. Quelques jours plus tard, maman a dit qu'on avait la permission de vivre dans le dortoir de l'usine, qui avait survécu comme par miracle. Le dortoir était petit, il puait, et pire que tout, il était réservé aux hommes. On a eu une petite chambre avec seulement 2 lits et un placard. On devait partager la salle de bain au bout du couloir avec les autres résidents. Sois patiente, Charlène. Ce n'est que pour un mois. La compagnie d'assurance s'occupera de tout, et on pourra déménager. Ce mois-là m'a semblé être une éternité. Chaque jour me testait. Imagine un peu ça. Tu entres dans la cuisine et tu vois une montagne de vaisselle sale. Ça sent l'huile et les oignons et les conserves. Et une sorte de soupe trouble est en train de bouillir sur la poêle. Essaye, gamine, c'est plein de vitamines. Et ne me lance même pas sur la salle de bain. À chaque fois que je voulais me laver, il y avait des hommes avec des serviettes qui attendaient leur tour pour se doucher. Soit il n'y avait pas d'eau, soit quelqu'un chantait des chansons des années 80 à tue-tête pendant que l'eau coulait à flot. Je me suis habituée à me laver dans l'évier le matin quand tout le monde dormait encore. Il y avait toujours des chaussettes en train de sécher dans le couloir, des outils qui traînaient, ça sentait l'huile moteur et quelqu'un jurait toujours au téléphone. Je n'arrivais pas à dormir la nuit parce que j'entendais des ronflements, des rires et la télé d'à côté. C'était l'horreur. Mais j'ai remarqué un gars qui s'appelait Russell. Il était sombre, grossier et un peu bizarre. La nuit, il emmenait parfois des boîtes quelque part. Un jour, je l'ai vu sortir discrètement du dortoir en regardant autour de lui. Je me suis dit qu'il était juste fou et je n'y ai pas plus fait attention que ça. Une semaine s'était écoulée depuis le typhon. J'ai dû retourner à l'école. Pour être honnête, j'avais prié pour que le typhon l'ait détruit aussi. Abonne-toi à la chaîne et laisse un like sur cette vidéo si t'as déjà rêvé que ton école soit effacée de la surface de la Terre. Mais non, le bâtiment était comme neuf. Même les fenêtres étaient intactes. Alors que je marchais dans un couloir, j'ai presque tout de suite été arrêtée par Stephen, le plus gros crétin de l'école. Hey tout le monde, vous savez où habite Charlène maintenant? Dans un dortoir pour hommes. Tout le monde a éclaté de rire. Quelle vie, t'as des poils sur tes jambes maintenant? Je suis devenue rouge comme une tomate et j'ai voulu disparaître. Ils ont passé toute la journée à parler et à ricaner derrière mon dos. J'étais de très mauvaise humeur quand je suis rentrée au dortoir ce soir-là. Je voulais m'allonger et oublier toute cette journée. Mais non, il y avait une fête dans le dortoir. La musique était à fond. Quelqu'un faisait frire de la viande et des hommes dansaient. Eh bien, va leur dire de se calmer. Je suis une petite fille, ils ne m'écouteront pas. Je n'arrivais pas à le supporter et je suis sortie prendre l'air. C'est là que j'ai vu Russell. Il se faufilait à nouveau quelque part, regardant autour de lui comme s'il avait peur d'être pris en flagrant délit. Il portait encore des cartons. C'est là que j'ai capté. Il volait à l'usine. Je ne voulais pas retourner au dortoir et j'ai décidé de voir où Russell allait. Je l'ai discrètement suivi, essayant de garder mes distances. Qu'est-ce qu'il faisait avec ces boîtes? Peut-être qu'il vendait des conserves à des revendeurs pour de l'argent, ou peut-être qu'il avait une cachette quelque part. Quelques minutes plus tard, j'ai vu des lumières devant moi, comme si quelqu'un avait allumé des dizaines de feux de joie. Quand je me suis approchée, j'ai réalisé que c'était un camp de tentes. Les gens qui avaient perdu leur maison après le typhon vivaient là, à la périphérie de la ville. Je suis restée là et j'ai regardé Russell ouvrir les boîtes et distribuer leur contenu aux gens là-bas. Des conserves, des vêtements chauds, même des couvertures. Restez à l'heure comme toujours, mon frère. C'est là que Russell m'a remarqué. Je me suis figée comme une souris, mais c'était trop tard. Oh, t'es la fille de l'administratrice? Pas vrai? J'étais juste de passage. Puisque t'es là, tu peux m'aider? Avant même que je dise quoi que ce soit, il m'a tendu un paquet de conserves et a pointé du doigt une vieille femme. Et je suis allée la voir. J'ai distribué la nourriture, j'ai aidé à allumer un feu et j'ai servi du thé. Les gens m'ont remercié et m'ont souri. À ce moment-là, j'ai soudainement eu l'impression de faire quelque chose de réel, d'important. Pourquoi tu fais ça? Tu voles ces conserves, pas vrai? Ouais, je les prends directement de l'entrepôt. Il y en a tellement que la moitié pourrit et ces gens meurent de faim. Mais tu pourrais aller en prison. C'est quand même du vol. Puisque nos patrons ne veulent pas aider, quelqu'un doit bien le faire. Ces gens ont tout perdu. Leur maison, leur emploi, leur espoir. L'usine fait comme s'il n'existait pas, alors oui, je vole, mais pour la bonne cause. Mais tu n'es qu'une personne. Qu'est-ce que tu peux changer? Tu peux tout changer si tu le veux vraiment. Une personne n'est pas rien, Charlène. C'est un début. Ces mots sont restés dans ma tête. Quand je suis arrivée à l'école le lendemain, Stephen a commencé à s'en prendre à moi, comme d'habitude. Hé, regardez les gars, la reine du dortoir des hommes est de retour. Tout le monde a rigolé. J'ai voulu disparaître. Mais là, j'ai entendu une voix derrière moi. Hé, Stephen, ferme-la. Je me suis retournée et j'ai vu Joseph,
Un lycéen qui avait toujours des écouteurs et ne parlait pas beaucoup. Plein de gens ont perdu leur maison, et alors? C'est censé être gênant. Il vaut mieux vivre dans un dortoir que d'être un con qui se moque du malheur des autres. La foule s'est tout de suite calmée. Stephen a marmonné quelque chose, puis il est parti. Ne leur prête pas attention. Ne laisse pas des gens comme lui s'en prendre à toi. J'ai juste hoché la tête. Mais ces mots, avec ceux de Russell, sont restés dans ma tête. Après les cours, je suis rentrée à la maison. Enfin, au dortoir. Et j'ai tout vu sous un nouveau jour. Les hommes qui vivaient là et que je n'arrivais pas à supporter avant ne me semblaient plus être des travailleurs puants. J'ai remarqué que tous les soirs, l'un d'eux appelait son fils qui faisait ses études à l'université. Cet homme économisait de l'argent pour payer les frais de scolarité de son fils. Un autre homme avait recueilli 3 chats après la tempête. Et un vieil homme, qui grommelait tout le temps, avait perdu sa femme et ne savait tout simplement plus comment vivre seul. J'ai soudainement compris que c'étaient tous des personnes qui respiraient, des personnes gentilles. Chacun d'eux a été blessé, mais ils ont tous persévéré. S'ils pouvaient y arriver, alors moi aussi. Le lendemain, j'ai pris un chiffon et je suis allée à la cuisine. J'ai nettoyé la cuisinière, essuyé les tables et lavé la vaisselle. Puis j'ai aidé à préparer le dîner. Oh, on a un petit chef maintenant. J'ai souri, c'était agréable à entendre. Quelques jours sont passés, puis un soir, j'ai vu Russell se préparer à repartir avec des boîtes. « Attends, je viens avec toi !» Il était sur le point de dire quelque chose, mais 2 agents de sécurité sont arrivés. « Arrête-toi là, finis de jouer les héros !» Je me suis figée. Ils ont attrapé Russell et il a laissé tomber les boîtes. « Laisse-le partir, il aide des gens !» Vous savez combien de familles meurent de faim depuis la tempête? Mais il n'écoutait pas. Un des agents de sécurité m'a repoussé. J'ai failli tomber, mais à ce moment-là, les autres employés de l'usine sont sortis du dortoir. Ils ont rapidement compris ce qui se passait et se sont rangés du côté de Russell. Si c'est un voleur, alors on est tous des voleurs. Parce qu'on ne peut pas juste regarder les gens souffrir non plus. Quelqu'un a suggéré qu'on se mette en grève. Une demi-heure plus tard, une foule s'est rassemblée devant l'usine. On a mis des slogans et exigé que les propriétaires de l'usine aident les victimes. J'ai même dessiné une affiche. On ne s'est pas arrêté avant le lendemain matin. Finalement, le patron de l'usine est sorti du bâtiment. Il avait l'air en colère et fatigué. D'accord, vous avez gagné. On fournira de la nourriture et des vêtements aux victimes. La foule a applaudi. Russell a été libéré et il a souri en passant devant moi. Le lendemain, je suis arrivée à l'école en ayant l'impression d'avoir avalé le soleil. À la pause, je suis allée au tableau noir. Et j'ai dit à mes camarades de classe que l'usine aidait maintenant les gens qui vivaient dans des tentes et qu'ils pouvaient contribuer aussi. J'ai suggéré qu'on ramène des vêtements chauds et de la nourriture pour ceux dans le besoin. Au début, tout le monde est resté assis dans le silence. Mais ensuite, plusieurs personnes ont levé la main. Elles étaient prêtes à aider et ont dit qu'elles imprimeraient des affiches. Après les cours ce jour-là, Joseph est venu me voir. Waouh, je pensais que t'étais une fille discrète, mais t'es une rebelle en fait. Ça te dit qu'on aille se promener après les cours? Je m'attendais pas à ça. Mais j'avais déjà décidé d'être courageuse quoi qu'il arrive. Pourquoi pas? Tout ce qui s'était passé ces dernières semaines m'avait changé. Je ne me sentais plus comme la fille timide qui se plaignait toujours. Je savais que je pouvais faire une différence, même si ça n'en était qu'une petite. Ce jour-là, je suis retournée au dortoir de bonne humeur, comme si le soleil brillait juste pour moi. Quand j'ai ouvert la porte de notre petite chambre, ma mère était assise sur le lit et tenait une enveloppe dans ses mains. Ses yeux brillaient. « Charlène, on va pouvoir emménager dans une autre maison demain !» L'assurance a enfin répondu, t'imagines? Je me suis figée. Une nouvelle maison, c'était tout ce dont on rêvait. Mais pour une raison quelconque, je me sentais mal. Au lieu de ressentir de la joie, c'était comme si quelque chose clochait. Demain? Si vite? Oui, ils m'ont donné les clés. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin fini. J'ai réalisé que je ne voulais pas partir. Le dortoir bruyant qui sentait l'huile et le poisson était devenu ma maison. Avant, j'ai pu trouver les gens qui vivaient ici dégoûtants. Mais maintenant, je connaissais leurs histoires et leurs inquiétudes. Ils étaient devenus comme une famille pour moi. Ce soir-là, quand je suis sortie dans le couloir, une fête battait déjà son plein. Les employés faisaient frire de la viande. Quelqu'un avait mis une enceinte et tout le monde chantait. Hé, notre petit chef est là! Quelqu'un m'a tendu une tasse en plastique avec du soda et avant que je m'en rende compte, je m'amusais avec eux. C'était tellement drôle et amusant que je voulais que la nuit ne se termine jamais. À un moment donné, Russell m'a trouvé. Merci Charlène. Sans toi, ça ne se serait pas passé aussi bien. Allez, c'est toi qui as eu l'idée. Mais t'as cru en la cause. C'est plus important. Tu iras loin dans la vie. Ne doute pas de toi. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste hoché la tête et j'ai soudainement senti les larmes aux yeux. Je me sentais pas vraiment triste. C'est juste qu'une partie de ma vie touchait à sa fin et j'étais un peu contrariée mais aussi reconnaissante. Le lendemain matin, maman et moi, on a fait nos valises et on s'est dirigé vers notre nouvelle maison. Sur le chemin, j'imaginais une clôture blanche, une pelouse soignée, peut-être même une balançoire dans la cour. Mais quand on est arrivé, ma mâchoire est tombée. Ce qu'on a vu, c'était une maison tordue, minable et délabrée. Le toit penchait d'un côté, les fenêtres étaient cassées et il y avait une plaque rouillée avec un numéro de maison accroché à la porte. C'est une blague, non? Non, c'est la bonne adresse. C'était encore pire à l'intérieur. De l'humidité, de la moisissure, des trous dans le sol, des cafards sur les murs. Maman est tout de suite allée à la compagnie d'assurance et a demandé des explications. Mais quand elle est revenue, j'ai tout compris sans qu'elle ait besoin de parler. Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'autre maison. C'est tout ce qu'ils peuvent nous offrir. On est resté là, pas parce qu'on le voulait, mais parce qu'on avait nulle part où aller. J'ai essayé de ne pas me plaindre, mais chaque nuit dans cette maison, c'était comme une punition. Le toit fuyait et des gouttes d'eau coulaient sur les murs. Le sol craquait
craquait sous les pieds, comme s'il était sur le point de s'effondrer. Mais malgré tout, j'ai continué à rendre visite aux gens dans le camp de tente. Russell les aidait toujours et j'ai essayé d'être là pour eux aussi. Parfois, Joseph venait avec nous. On a transporté des boîtes et distribué de la nourriture ensemble. Et il plaisantait toujours et essayait de me faire rire. Mais pour une raison quelconque, j'étais de plus en plus triste. Un jour, alors qu'on était assis près d'un feu de joie, j'ai dit à tout le monde que je vivais dans une vieille maison qui ressemblait à une grange maintenant. J'ai entendu dire que tout le monde avait eu des maisons comme ça, des épaves, toutes. Ça m'a fait bouillir le sang. On avait survécu à un typhon tout perdu et maintenant il nous jetait des miettes. Quand je suis rentrée à la maison, de l'eau coulait du plafond directement dans une casserole. Des cafards couraient le long des murs et les lumières se sont soudainement éteintes. Maman a allumé une bougie mais elle avait l'air tellement fatiguée que j'ai eu mal au cœur. Je me suis souvenue de ce que Russell avait dit. Tu peux tout changer si tu veux vraiment. Une personne n'est pas rien, Charlène. C'est un début. J'ai réalisé que je pouvais pas juste rester là à rien faire. J'ai passé toute la nuit à dessiner une affiche. Au moment où j'ai fini, il faisait déjà clair dehors. Le lendemain matin, je suis allée à la compagnie d'assurance. Je me suis tenue devant leur bâtiment et j'ai brandi mon affiche. Mais ils ont juste fait genre que je n'existais pas. Puis, j'ai entendu des voix familières derrière moi. Je me suis retournée, j'ai vu mes camarades de classe. Charlène, t'es pas venue en cours et on s'est inquiété. Ils se sont postés à côté de moi. Quelqu'un a apporté du carton et des marqueurs. Et ils ont commencé à faire de nouvelles affiches. Puis les employés de l'usine sont arrivés. Ils sont venus me soutenir. Russell en faisait partie. Il m'a fait un signe de tête et j'ai senti que le vent tournait. Une heure plus tard, des gens du camp de tente nous ont rejoints. Une foule énorme s'est rassemblée devant le bâtiment de la compagnie d'assurance, mais personne n'en est sorti. Puis des minibus se sont arrêtés à côté de nous. Des reporters avec des caméras et des micros en sont sortis. Ils ont tout de suite commencé à nous filmer et à nous interviewer. On nous a demandé qui on était et pourquoi on était là. Ce n'est qu'à ce moment-là que les portes du bâtiment se sont enfin ouvertes et qu'un gérant en costume pâle comme neige en est sorti. L'entreprise mettra tout en œuvre pour fournir un bon logement à toutes les personnes touchées. La foule a applaudi. Je me tenais au milieu de tout ça abasourdi. Puis quelqu'un m'a touché l'épaule. C'était Joseph. J'ai demandé de l'aide à mon père. Il a appelé ses amis qui travaillent à la télé. Je n'ai pas pu m'empêcher de le serrer dans mes bras. Quelques mois sont passés. La compagnie d'assurance a tenu parole. Toutes les victimes ont reçu des maisons propres. Notre maison a également été rénovée et elle est devenue confortable et cosy. On a même eu des nouvelles fenêtres. Maman et moi allions toujours au dortoir parfois. J'apportais des tartes, j'aidais à la cuisine et je traînais avec les employés à leurs fêtes amusantes. C'était toujours un endroit bruyant qui sentait le poisson et l'huile, mais maintenant je l'adorais. Russell a quitté son emploi à l'usine et est devenu bénévole. Il est allé à l'étranger pour construire des maisons pour les personnes qui ont survécu aux catastrophes naturelles. On a gardé contact. Quant à Joseph, eh bien, on a commencé à sortir ensemble. Je suis devenue déléguée de classe parce que, selon notre prof, j'avais de grandes compétences organisationnelles. Mais je savais qu'en vrai, c'était parce que je n'avais pas peur d'agir. Quand je pense à tout ce qui s'est passé maintenant, je me rends compte qu'une personne est vraiment capable de tout changer. Ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Si plein de gens y arrivent, peut-être que même un typhon ne pourra pas les arrêter.